9h59, New York, 20 ans après, un film signé Olivier Pontus. Avec nous pour en parler dans ce premier numéro d'Un Monde en Doc, Bruno Délinger, bienvenue. Vous êtes vous-même un rescapé des attentats de New York. Vous étiez au 47e étage de l'une des tours. Vous nous direz d'ailleurs peut-être si vous vous êtes reconnu dans certains des témoignages qu'on a entendus dans ce documentaire. Patricia Correia, bienvenue à vous. Vous êtes vice-présidente de l'association 13-11-15, Fraternité et Vérité, qui regroupe les victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Vous avez vous-même perdu votre fille et le compagnon de votre fille ce soir-là. Marianne Kedia est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute, spécialiste du psychotraumatisme. Et vous êtes l'auteur de ce livre « Penser les attentats pour ne pas céder à la peur ». Frédéric Calandra, bienvenue à vous également. Vous êtes déléguée interministérielle à l'aide aux victimes et présidente du Centre national de ressources et de résilience. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Bruno Délinger, vous auriez pu vous-même faire partie de ce film 20 ans après. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ces 20 dernières années ont été un parcours du combattant comme on l'entend dans ce documentaire? Oui, j'ai été très touché par ce reportage, ce documentaire, parce qu'il évoque bien ce que nous tous survivants, qui ont été présentés comme des chanceux d'une certaine manière, ont vécu, et une souffrance terrible qui est passée derrière, bien sûr, la souffrance des victimes et de leurs familles, et dont on a finalement très peu parlé. Et c'est des choses quotidiennes qui sont des peurs qu'on n'arrive pas à contrôler, des souffrances psychologiques très intenses dont il a fallu des années et des années pour pouvoir s'en débarrasser. Donc, je me reconnais complètement dans ce documentaire. Marianne Kedia, j'imagine qu'il y a plein de façons de vivre un tel choc. Les années qui suivent sont forcément douloureuses, compliquées, avec de l'anxiété, de la dépression, on entend de la paranoïa, de la culpabilité aussi. Pourquoi moi j'ai survécu? Alors, le documentaire décrit très bien ce que vivent classiquement des personnes qui ont survécu à des attentats d'une telle ampleur. Mais pour répondre à votre question, est-ce que nécessairement on vit très mal? La réponse est non. On estime par exemple pour les attentats du World Trade Center que 20 à 35% des victimes ont développé des symptômes extrêmement sévères. Alors à la fois c'est beaucoup et puis en même temps ça peut paraître étonnant parce que c'est pas tant que ça, moi, je trouve. Mais pour autant, voilà, ça reste parmi les événements qui sont extrêmement traumatogènes et qui vont déclencher un ensemble de symptômes que le documentaire décrit extrêmement bien, notamment le fait de revivre constamment l'incident initial, l'attentat initial, le fait de éviter certaines situations qui peuvent rappeler cet événement-là, et puis le fait d'être sur le qui-vive en permanence, ce que décrivent aussi beaucoup de personnes qui témoignent dans ce documentaire. Est-ce que la pire des choses, c'est le déni? On entend cette femme raconter qu'elle s'est d'abord réfugiée dans le travail et que tout lui a explosé à la figure des années plus tard. Alors ça, c'est très typique de ce qu'on appelle le syndrome d'évitement. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous avez vécu un événement de cette ampleur-là et aussi grave, tout vous ramène à ça en permanence et c'est pas comme si vous vous rappeliez l'événement, c'est comme si vous le reviviez. Donc avec tout le cortège d'émotions, de sensations extrêmement désagréables, etc. Donc en fait, les gens vont avoir une phobie de leurs souvenirs traumatiques et vont tout faire pour pas y penser. Donc ça peut être se plonger dans le travail. On le voit aussi dans le documentaire, consommer de l'alcool de façon très importante parce que ça donne le petit coup de massue qui fait qu'on se déconnecte de ses émotions ou qu'on pense à autre chose. Ça, c'est très caractéristique du syndrome de stress post-traumatique. Alors, il y a ceux qui y étaient, les victimes directes, j'ai envie de dire, des attentats. Patricia Correia, est-ce que vous, en tant que proche de victimes, vous vous considérez, vous aussi, comme victime du terrorisme? Et est-ce que d'ailleurs, vous avez envie d'être reconnue comme telle? Alors, c'est ce que je dis lorsqu'on m'interroge, je ne suis pas... La victime, c'est ma fille, c'est son compagnon. Moi, je suis une victime collatérale, avec tout ce que ça représente, puisque je suis en vie et que je dois essayer de tenir debout depuis cette horrible tragédie. Et tous les jours, c'est le parcours du combattant. Donc c'est vraiment... Mais le mot victime, je pense qu'il s'adresse plutôt à ma fille, à son compagnon. Je suis une victime collatérale et avec toute la lourdeur
et nous sommes déchirés de l'intérieur. Vous savez, lorsqu'on a perdu un enfant, on culpabilise déjà d'être parti avant son enfant, puisque ma fille, elle était en pleine santé, elle adorait la vie, elle a croqué à pleines dents. Donc je me dis, mais encore, elle aurait été malade. Mais c'était pas le cas. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je suis en vie, elle n'est plus. Vous voyez, il y a plein de choses qui se mettent, qui vous parcourent le cerveau, qui vous habitent au quotidien. Et je vais vous dire, quelquefois, on a les tripes à vif. Et je reprécise que votre fille est morte dans les attentats du 13 novembre à Paris. Évidemment, on n'est plus dans le cas des attentats du 11 septembre. Frédéric Calandra, on imagine que le rôle de l'État est très important, très vite, pour les victimes ou pour les proches des victimes. Qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce que des autorités publiques peuvent faire, j'ai envie de dire, dans les premières heures, dans l'urgence, dans les premiers jours, avant de parler de la reconstruction sur le très long terme? On y viendra évidemment. Mais tout de suite, qu'est-ce que des autorités publiques peuvent faire? On envoie bien sûr des acteurs de la santé spécialisés, des SAMU, mais on a mis en place, l'État français a mis en place ce qu'on appelle les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologique. D'accord, c'est la prise en charge du choc immédiat. C'est la prise en charge exactement psychologique sur le lieu même de l'attentat, et ça c'est quelque chose qui est relativement récent, avec des psychiatres, médecins psychiatres, psychologues spécialisés, des infirmiers spécialisés dans la prise en charge et qui vont accompagner les victimes tout de suite, dès la commission des faits. Et ensuite, évidemment, on met, après la crise, dans la gestion du plus long terme, des accompagnements psychologiques spécialisés. Marianne Kedia, qu'est-ce qui se joue dans les premières heures? C'est fondamental une bonne prise en charge tout de suite? Alors, les interventions des toutes premières heures après un événement traumatique, c'est ce qu'on appelle des interventions post-immédiates. Donc l'enjeu à ce moment-là, avant toute chose, ça va être de sécuriser les personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans la prise en charge psychologique poussée, avec un intérêt sur les émotions, etc. C'est vraiment juste rassurer les personnes autant que faire se peut, les mettre en contact avec leurs proches et aussi leur donner des points de repère pour qu'eux-mêmes sachent si, dans les jours qui viennent, ce qui risque de se passer, dans quel état ils risquent d'être, et qu'est-ce qui devrait les amener à consulter et où consulter si la situation se présente. Donc vraiment, les premières heures, c'est vraiment juste un accompagnement très léger et aussi un moment de repérage pour les praticiens, parce qu'on peut voir parfois des personnes qui sont dans des états de choc très prononcés et qui sont donc des personnes très vulnérables à ce moment-là qu'il va falloir surveiller dans les jours qui viennent. Bruno Delinger, vous l'avez eu cet accompagnement dans les heures qui ont suivi le choc que vous avez vécu? Non, absolument pas. Personne n'était prêt aux États-Unis à une situation d'une violence pareille. Donc il a fallu qu'on se débrouille tous comme on le pouvait, avec l'accompagnement des gens qui nous entouraient, et puis porté, je dirais, par quelque chose qui était particulièrement unique à cet attentat du 11 septembre, c'est que immédiatement, la nation américaine s'est dressée, révoltée, faisant preuve d'un patriotisme extraordinaire, d'une générosité, d'une solidarité unique dans son histoire, qui ont fait que tout un chacun, on s'est senti presque contraint d'une certaine manière d'être à la hauteur. Donc il ne s'agissait pas pour nous de considérer ce qui n'allait pas en nous. Il n'en était pas question. Il s'agissait d'être à la hauteur pour survivre, pour immédiatement se mettre à la tâche et reconstruire, et au fond se préoccuper de nous plus tard. Et on a tout de suite appris à vivre avec ce stress. C'est-à-dire, pour vous donner une image, pendant des semaines et des semaines, pour ce qui me concerne, j'étais convaincu que les tours étaient encore debout. Donc je regardais au bout de l'île de Manhattan et je n'arrivais pas à comprendre. C'était juste de l'incompréhension ou bien tout simplement le fait que quand j'ai été englouti dans les gravats et la violence du nuage qui s'est abattu sur nous, en l'espace de quelques instants, tout est devenu plus noir qu'une nuit. Et cette noirceur de la nuit, accompagnée du silence total qui s'est emparé de la ville, parce que l'air ne vibrait plus tant il était épais, eh bien, on fait que mon inconscient a cru qu'il était, que j'étais mort, tout simplement. Et pendant des semaines et des semaines, je me promenais dans la rue et je
voyait le soleil, je ne sais pas, un taxi, une jolie fille. Le message rentrait par mes sens, mais du fond de mes tripes sortait le message inverse me disant « mais c'est pas possible puisque tu es mort ». Et donc, inconsciemment, à chaque seconde, d'une certaine manière, si je m'exposais à la vie, j'avais un fusible dans la tête qui explosait en me disant c'est pas possible, le message que tu reçois, non, ça n'existe pas. Et donc, ça a été très, très difficile à vivre, mais on s'est habitué, et c'est seulement après, quand j'ai senti il fallait que je fasse quelque chose, qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à avaler, que j'ai été voir une psychologue qui m'a aidé à ingurgiter, si vous voulez, ce qui avait du mal à passer. Alors ensuite, ça a été un long processus qui est passé notamment par l'écriture, puisque j'en ai la passion, et c'est l'écriture d'un livre littéraire sur ce sujet qui m'a permis de véritablement me débarrasser de toute la grande boîte que j'avais ouverte au fond de moi et dans laquelle j'avais emmagasiné soit des images, soit des souvenirs, soit des émotions, soit des terreurs. Et je les avais mis là soigneusement pour les isoler. Restons encore quelques instants dans le ressenti. En France, après les attentats du Bataclan, Antoine Léris, qui avait perdu sa femme, a publié une lettre ouverte sur Facebook qui a connu un retentissement médiatique très fort, peut-être que vous vous en souvenez. Elle était intitulée, cette lettre, « Vous n'aurez pas ma haine ». Et pourtant, la haine, certains rescapés du documentaire l'ont ressentie, ils l'expriment et ils l'assument. On écoute un instant et je vous fais réagir juste après. I felt like that. Well, at that time, I was, really in bad shape. I was like, go kill them all. I was crazy in my head. But that goes away with time. Time does heal all wounds. I don't want to see anybody hurt. But at that point, of course, at the beginning, just go kill them all. I was just like, whoever did it, whoever physically did it, most of them are dead. Whoever's left, yeah, let's find them and bring them up. Hang them up, string them up, do what we got to do. If you know that they did it and you have proof, yeah, sure. Patricia Correia, est-ce que vous l'avez ressenti, cette haine, et est-ce que vous assumeriez de le dire? Je vais être franche avec vous, oui. J'ai eu de la haine, j'ai encore beaucoup de colère. Et je me disais, enfin moi-même, puisque je parle souvent à ma fille, à sa photo, je lui dis, quelquefois elle repose à Lisbonne, quelquefois quand je suis devant la petite chapelle où elle repose, ça m'arrive d'hurler auprès d'elle, parce que je suis complètement dévastée, je vous le cache pas. Et puis, si je n'avais pas de colère, vraiment de la colère vis-à-vis de sa mémoire, c'est que ce serait indécent. C'est comme ça que je ressens, mais vous savez, chaque cas est différent. Chaque cas est unique, on ne peut pas... un enfant, c'est ses tripes. Alors, je suis désolée de le dire, mais voilà, c'est... Marianne Kedia, est-ce qu'elle est importante, cette colère aussi, peut-être, pour se reconstruire? Alors, je pense qu'elle signe clairement un attachement, par exemple, à la personne décédée, ou un sursaut aussi face au manque de contrôle qu'on a pu avoir quand on a vécu l'événement traumatisant. Après, moi, j'ai aussi accompagné beaucoup de victimes. Je me rappelle notamment de mes patients au moment de la mort de Kadhafi, qui avait été lynché. Je suivais des patients qui avaient été victimes de torture, qui étaient des demandeurs d'asile, et beaucoup avaient été extrêmement choqués parce que, et quelqu'un le dit d'ailleurs dans le documentaire, ils pensent que la justice peut être une meilleure solution qui correspond mieux aux valeurs qu'eux-mêmes défendent, et deux, parce que légitimer la violence, en fait, comme ça peut être fait dans certaines de ces situations-là, ça valide quelque part que la violence est une arme légitime, donc que la violence qu'eux-mêmes ont subie peut être légitimée d'une manière ou d'une autre. Donc on a vraiment tout le panel de réactions, je pense pas. La colère, c'est une chose. Dans le documentaire, les envies sont plus de l'ordre de la vengeance, et donc on peut aller sur tout ce spectre-là, je pense, de façon très, très habituelle. Mais elle est inquiétante, j'imagine, cette colère et cette haine, Frédéric Calandra, quand on se place du côté des pouvoirs publics, encore une fois.
Que les individus ressentent de la colère, de la rage, de la haine, c'est absolument, je crois, un processus tout à fait normal, chacun d'entre nous. Évidemment, au premier chef, les victimes ou les victimes indirectes, les proches des victimes, mais n'importe quel citoyen. Ensuite, c'est le rôle d'un État démocratique de dire vous n'aurez pas ma haine. Moi, j'ai mis du temps à le digérer. Hein. J'étais maire du 20e arrondissement quand il y a eu la prise d'otage de l'hypercachère. Quand vous passez une journée à attendre de savoir combien vous aurez de morts le soir, dont des enfants réfugiés dans une chambre froide, je peux vous dire que vous finissez la journée aussi... Heureusement que je n'avais pas une arme à ce moment-là pour dire les choses clairement. Mais justement, le rôle de l'État, et le rôle de la justice en particulier, c'est de dire que la justice, ce n'est pas la vengeance. Et surtout, ce que cherchent les terroristes à nous terroriser, mais surtout à combattre nos sociétés démocratiques et à nous transformer en bulles de haine, précisément. Donc, évidemment, le rôle de la puissance publique, c'est de prendre de la distance et de transformer le chagrin, la colère, la rage en des décisions à la fois démocratiques, mais aussi de protection de ses citoyens. Donc il faut être à la fois, il faut rejeter ce que veulent faire de nous les terroristes, tout en étant lucide, c'est-à-dire en les combattant férocement, mais avec les armes des démocraties. Voilà. Et nous ne deviendrons pas comme eux. Ce que j'espère, ce que voulait dire Monsieur Léris, c'est vous me tendez un miroir, mais je ne me laisserai pas piéger, je ne deviendrai pas comme vous. En revanche, et je voulais le dire à Madame Correia en particulier, il faut savoir que en ce moment, des études sont menées notamment par un chercheur, un universitaire qui s'appelle Denis Péchanski, qui est bien connu. Que je connais. Et voilà, et qui est un type formidable par ailleurs, et qui fait des recherches avec des psychologues, des psychiatres et des neuropsychologues sur les conséquences psychiques et somatiques sur les parents des victimes, et il est en train de démontrer que les traumatismes, les psychotraumatismes chez les parents des enfants qui étaient au Bataclan ou aux terrasses sont presque supérieurs à ceux des victimes directes. C'est-à-dire que le fait d'attendre des nouvelles de quelqu'un, on l'a vu aussi avec les victimes, les parents... des jeunes gens qui ont été tués au Niger, le fait d'attendre des nouvelles à côté du téléphone, de ne pas savoir, de penser, pour les victimes du Niger, ça a été atroce parce que les photos des jeunes gens tués ont circulé sur Twitter. Et d'ailleurs, des hommes et des femmes politiques se sont particulièrement déshonorés à ce moment-là, hein, en les utilisant comme des armes de propagande. Et ça, c'est absolument monstrueux et totalement contre les principes de nos démocraties. Et donc, on sait qu'il y a des dégâts psychologique très fort chez les parents. Et c'est pour ça que même si vous êtes effectivement... la justice a du mal à définir, on dit victime indirecte, proche des victimes, pour autant vous êtes une victime quand même, parce que ce dont on vous a privé, enfin votre vie ne sera plus jamais pareille après qu'avant. Voilà. Ma vie est écroulée, ma vie est complètement... Quelqu'un, de façon illégale, monstrueuse, a décidé de vous priver de votre vie telle qu'elle était avant. Et ça, une société démocratique ne saurait l'admettre. Alors, la haine est plutôt stérile, mais qu'on ressente une violente colère, je trouve que dans un État démocratique, c'est somme toute assez sain. Alors, on va se projeter un petit peu sur la suite. Des mois, parfois des années après l'attentat, vient tout de même l'heure de la reconstruction. Là aussi, chacun trouve son propre chemin. Dans le documentaire, on découvre là encore cette femme qui trouve du réconfort et un peu de sérénité auprès des chevaux. Ça nous a marqué. On regarde un extrait et on en parle après. It helps with the bond. First of all, it relaxes them, and after I spend a little time with them, there's a benefits to me like this. That's very therapeutic. A lot of the energy just kind of dissipates into the air, right, big guy? You can see he likes it. Oh yeah, man, it's like going to the salon, full body massage. There's hope. When I get people who come for therapy, what I tell them is are you seeing a therapist? Is my very first thing. Yes, I was like, okay, so don't stop. I don't ask them anything about what's going on, how was your week, you know, tell me what you're feeling. I don't do any of that. There's no reason to. The horse pretty much does it for me. And usually by the end of a therapy session, they'll be talking to me, and that's how it should be. Bruno Délinger, quelle a été votre façon à vous de vous reconstruire ? Il y a eu plusieurs étapes dans la reconstruction. Il y a eu le livre dont je vous ai parlé, qui m'a permis d'expurger toutes les
toutes les mauvaises choses qui m'habitaient, hein, dont certainement le sentiment de revanche, la violence, puisque moi, il est donné à l'époque Ben Laden entre les mains, je l'éviscérais. Tellement la souffrance avait été horrible. Et puis il y a eu une image qui m'a vraiment projeté dans l'avenir, je dirais, c'est lorsque j'ai vu l'échographie de celui qui allait devenir mon fils, donc. Ce fœtus vivant, toute cette tendresse dans laquelle je me projetais, la naissance de cet enfant, m'a certainement fait passer un cap important dans la reconstruction. Parce que il me détournait de moi-même, d'une certaine manière. Donc, il ne s'agissait plus égoïstement de moi-même, mais bien de survivre pour quelqu'un. Et je dois dire que ça a été une étape extrêmement importante. Voilà. Et puis ensuite, c'est des milliers ou des centaines au moins de petits détails de la vie qui font qu'on passe des étapes. Retrouver le goût des bonnes choses, laisser le temps arrondir les angles de ce qui sont nos peurs et qui nous habitent quand même très très longtemps. Du temps, Patricia Correia, comment vous avez entamé une forme de reconstruction, si tant est qu'on puisse se reconstruire? Alors une forme de reconstruction, non, alors moi je consulte que depuis 2 mois, déjà pour commencer. Pourquoi pas avant? Bien, j'ai rencontré quelques psychiatres au début et puis ça fonctionnait pas. On me recevait un quart d'heure, après on prenait congé. Enfin, j'en ai rencontré 2 ou 3. Donc j'ai laissé tomber. Je me suis mise à fond dans l'association que nous avons créée en janvier 2016. Et puis surtout dans la commission mémorielle, puisque ma bataille actuellement, mon combat, c'est la mémoire, ne jamais oublier toutes ces personnes qui ont été arrachées à la vie, et tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui ont vécu des scènes de guerre, enfin c'est tellement terrible que pour la mémoire c'est ce qui me fait tenir debout actuellement. Oui, c'est vraiment le combat que je mène. Vous avez l'impression que l'État vous aide, que vous êtes accompagné suffisamment? C'est un peu compliqué. Pourquoi? C'est très long. Au niveau du fonds de garantie, il y a vraiment des lacunes. Alors évidemment. Parce que l'aide financière est quelque chose aussi de fondamental. Alors il faut savoir que l'aide financière, et je le précise chaque fois, cette aide financière, parce que vous savez, la population en général imagine que cette aide financière, c'est pour la perte d'un enfant. Alors non, surtout pas. C'est pour les personnes qui ont perdu un enfant ou un proche ou un mari, sont très fragilisées. Donc elles n'ont plus la même force. Elles ont besoin d'un certain confort. Peut-être certaines ne sont plus capables de prendre des transports, d'autres ont besoin d'une aide ménagère. D'autres ont perdu leur petit commerce parce qu'ils étaient à 2 et que les 2, il y en a un sur les 2 qui n'est plus. Ils ne sont plus en état de travailler. Absolument. Les gens sont très affaiblis. Donc il faut vraiment que la population, mais je vous le dis parce que je sais de quoi je parle, ne pense pas qu'une vie n'a pas de prix. Et cette somme qu'on va vous donner, ça va être pour vous aider, vous accompagner. Vous, votre cas personnel? Alors mon cas personnel, moi je n'ai pas encore été expertisée, ce sera à l'automne prochain. D'accord. Mais j'ai des cas, des gens qui sont vraiment... Mais 6 ans après, vous n'avez toujours pas été expertisée? Non, c'est très long, c'est très très long. Pour tout, c'est très long. Vous vous rendez compte, on va arriver à 6 ans. Au bout de 6 ans, rien n'est réglé. Alors, il faut vraiment que tout soit mis en place pour que les choses avancent vite. Frédéric Calandra, que répondra cela à cette lenteur des aides, à cette lenteur administrative? Alors, déjà, je répondrai, vous savez que le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions pénales, puisqu'il indemnise également depuis quelques années des victimes d'infractions pénales graves, notamment de viol en particulier, de tentatives de meurtre, etc. Donc le FGTI existe depuis, on va dire, il a été fondé par Françoise Odetsky,
qui était la présidente d'SOS Attentat, qui était victime de l'attentat du Grand Véfour, dans lequel son mari est mort et elle a été gravement blessée. Et elle a, avec le Premier ministre Jacques Chirac de l'époque, ils ont décidé de prendre en main, de soutenir les victimes d'actes de terrorisme. Le FGTI étant, et je dirais, en construction permanente. Donc il tente, je suis membre de son conseil d'administration, ainsi que Françoise Rudetsky et d'autres représentants de victimes, il essaye de s'améliorer en permanence. Il a des faiblesses, encore des lacunes, j'en suis d'accord. On l'entend encore. J'en suis d'accord, mais alors sachez quand même, je vais le défendre, je vais faire l'avocat du diable si j'ose dire, qu'il est quand même donné en exemple au niveau européen, puisque nous sommes le seul pays à disposer de ce type d'outils d'indemnisation. Alors, pourquoi mais son fonctionnement, on enquête sur des personnes, parfois on est un peu intrusif. On n'enquête pas. C'est une procédure d'indemnisation amiable. Cette procédure d'indemnisation, elle suppose une évaluation des préjudices. Ça existait d'ailleurs avant, enfin à côté du FGTI, ça existe dans d'autres fonds d'indemnisation comme l'ONIAM. Quand on est dans une procédure d'appréciation individualisée, le principe c'est d'indemniser la personne et d'essayer de faire en sorte qu'à la fin du processus, sa vie soit le plus proche possible de ce qu'elle était avant. C'est le principe de la réparation intégrale du préjudice. Alors intégrale, c'est symbolique, parce que alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Ou vous barémisez tout et vous dites, je vais dire des choses terribles, mais vous dites la perte d'un enfant, c'est tant de milliers d'euros, la perte d'une main, la perte d'une jambe, c'est tant, et vous faites un barème. Ou, comme l'ont demandé les associations de victimes et les avocats à juste titre, vous êtes dans l'appréciation individualisée. Par exemple, et je vais rentrer dans des détails terribles. Oui, mais rapidement, d'où peut-être le fait que ça prenne du temps. Quand vous avez été au Bataclan, quand vous êtes sorti au bout de quelques minutes du Bataclan, évidemment, vous n'aurez pas les mêmes traumatismes, vous serez traumatisé, mais vous n'aurez pas les mêmes traumatismes que quand vous êtes resté 2 heures dans la fosse. Donc quand vous dites individualisé, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Donc c'est forcément long. Alors après, les victimes ont le choix entre accepter dans la procédure amiable, dès le début, une indemnisation qui est proposée par le FGTI, ils peuvent la discuter, ou alors ils rentrent dans une procédure avec des médecins experts, qui sont des médecins pour le somatique, le corps, mais aussi pour le psychologique. Et là, il y a des améliorations. Il y a eu des cas de médecins, par exemple, les victimes nous ont dit fort peu empathiques, qui ont posé des questions de façon très maladroite, voire dure. Et mécanique un peu. Et qui ont surajouté du traumatisme. Et justement, c'est la question que je voulais poser à Marianne Kedia. Alors c'est un processus qui finalement peut-être ajoute de la lourdeur et de la peine, alors que c'est censé aider les victimes. Il y a un paradoxe immense là. On est exactement dans ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est traumatisé, on fait tout pour éviter de penser à l'événement traumatique. Et donc forcément, une expertise, ça vous oblige à vous replonger dans ces souvenirs-là. Et a fortiori, quand le regard de la personne qui interroge n'est pas bienveillant, n'est pas très empathique, là, ça peut vraiment devenir catastrophique. Et vraiment, on voit des patients comme ça qui ont des espèces de rebonds en fait, du stress post-traumatique suite à des expertises. Ça peut arriver, oui. Et quid de la justice, Marianne Kedia? Il faut que la justice passe. Ça aussi, ça fait partie du processus de reconstruction. C'est essentiel pour une victime ou pour des proches de victimes? Alors c'est une question très compliquée, je trouve, au niveau psychologique, parce qu'en pratique, on sait que les procédures de justice, généralement, vont faire flamber les symptômes post-traumatiques. Donc parfois, on a des améliorations, puis souvent le processus de justice prend beaucoup de temps, donc on a le temps d'avancer clairement avec les patients. Et en fait, un procès va venir remuer tout ça, parfois réouvrir les plaies, et évidemment, pas toujours avec une issue positive pour la victime à la fin du procès. Donc c'est très ambivalent. Personnellement, moi, je ne pousse jamais mes patients à porter plainte, par exemple, après des agressions sexuelles, etc. C'est eux qui décident, on discute des avantages et des inconvénients, mais on sait que sur le plan psychologique, c'est pas du tout du gâteau, quoi. C'est pas gagné. C'est pour ça qu'il y a des victimes qui ne se portent pas partie civile, comme au procès Charlie Hebdo. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Je pose la question parce qu'effectivement, il y a ce procès des attentats du 13 novembre 2015. Comment vous voyez cette étape pour vous, pour votre histoire? Alors moi, cette étape, je la vois, elle est nécessaire, si vous voulez, parce que ce procès est nécessaire. On doit juger ces personnes qui ont arraché la vie, qui ont blessé des gens. Mais je n'en attends pas grand-chose. Pour moi, le procès, il va servir à ce qu'il soit transmis dans nos livres d'histoire, transmis à nos futures générations,
et ne jamais oublier ce qui s'est passé. C'est exactement ce que j'en attends. Et puis, il est nécessaire, puisque j'irai m'exprimer à la barre, parce que j'ai des choses à dire. Et en allant m'exprimer à la barre, je ferai briller la mémoire de ma fille et de son compagnon. Voilà, c'est simplement ce que j'en attends. Mais je vous dis honnêtement, j'irai pas tous les jours parce que j'ai assisté au procès des logeurs. J'étais complètement vidée, j'étais très très mal. J'y suis allée tous les jours. J'aurais jamais dû faire ça. C'est une étape très très dure. Et d'ailleurs, nous le disons à nos adhérents, il faut qu'ils soient prudents parce que c'est d'une violence extrême. Et je peux vous dire qu'il y aura des rivières de larmes. Je peux vous le dire. Bruno Délinger, comment vous voyez cette étape de la justice? Elle vous semble capitale? Est-ce que pour vous, les attentats du 11 septembre, il y a eu justice? La justice n'intervient jamais dans une histoire de terrorisme. Il y a beaucoup d'injustices qui restent très, très vives en nous, dont je redis que nous sommes considérés comme des chanceux puisque nous avons échappé à la mort. Et c'est vrai, on a eu beaucoup de chance. Mais en même temps, toute la vie qui a été bouleversée, chamboulée, en partie détruite, sans l'aide de personne, parce que j'entendais Madame la déléguée interministérielle parler des dispositifs qui existent. Moi, je n'ai bénéficié de rien, absolument rien. Il a fallu que je me débrouille tout seul. Bon, donc je considère là pour le coup que c'est une véritable injustice. La justice, l'institution judiciaire, dans le cadre de l'attentat du 11 septembre, le documentaire l'aborde, puisqu'on parle de Ben Laden supprimé et comment un certain nombre de victimes regrettent qu'il n'ait pas été traduit en justice. Moi, je me rappelle très bien de ma réaction ce matin-là quand j'ai découvert la mort de Ben Laden. J'étais fou de joie, des années plus tard. Et en même temps, me sentant coupable de me réjouir de la mort d'un homme. Donc tout ça est très compliqué. Et c'est vrai que la justice, c'est quand même le lieu de l'expression. C'est le lieu de l'équilibre. Et c'est toujours, à mon avis, la solution à favoriser. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour aider les victimes dans ce domaine-ci. La suppression des auteurs des attentats ne règle pas tout. Moi, je me rappelle très très bien de ce sentiment de culpabilité, de me réjouir de la mort d'un homme. Ça ne fait pas partie de mon échelle de valeur, alors que j'aurais été capable effectivement de le trucider au lendemain des attentats. Et à ce titre-là, moi, j'avais été très étonné d'une sollicitation que j'avais reçue de la part de l'école de Saint-Cyr Coët-Quidan, qui m'avait appelé pour témoigner justement des réactions qu'on avait à la suite d'un attentat. Et pour prévenir ces élèves officiers, donc ils rencontreraient des élèves des situations similaires sur les champs de bataille et qu'il ne fallait pas réagir avec la haine au ventre parce qu'elle était très mauvaise conseillère. Et on s'arrêtera sur ces mots. Merci infiniment pour tous vos témoignages. Merci à tous d'avoir participé à ce premier numéro d'Un Monde en Doc. Avant de vous quitter, je vous propose juste quelques ouvrages qui vous permettront d'approfondir ce sujet. Votre livre, Marianne Kedia, Penser les attentats, que je rappelle. Journal d'un rescapé du Bataclan, être historien et victime d'attentats, de Christophe Naudin. Il nous reste les mots. Après le Bataclan, dialogue entre le père d'une victime et celui d'un terroriste, de Georges Saline et Esdi Namimour. Et Si ton âme en partant, de Philomène Petitjean. Merci encore à tous et à toutes. Je vous ai tout dit, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en replay sur notre site publicsénat.fr et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro sur Public Sénat.